Attends, l'honneur. placement. Ah ouais, c'est pas encore. Voilà. C'est bon, Maurice, c'est comme bon. on sait. Mhm. Voilà, merci. Aujourd'hui, bonsoir à tous. Hein. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir nos conférences du dimanche soir en collaboration avec une association de commerce international qui se trouve au Cap, NIDCA, l'association NIDCA, et nous avons l'honneur de recevoir pour ce soir, hein, dans notre réunion habituelle du dimanche soir, hein, nous avons l'honneur de recevoir, d'écouter et de questionner éventuellement le docteur Kyria Despinos, hein, qui va nous parler du thème suivant, entreprise familiale et vie de couple. Comme vous le savez, dans nos pays, pas très grands, mais pas trop petits, ou développés ou pas très développés, très souvent, il y a les familles qui ouvrent des entreprises de business et parfois ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Beaucoup de citoyens se sentent concernés par ce type de sujet. Et je félicite le docteur Kyria Despinos de nous exposer ce sujet-là et de nous faire part de ses réflexions sur un sujet qui touche pratiquement tout le monde dans nos pays. Voilà qu'il y a Despinos, tu as la main. D'accord, merci. Bonsoir. Tu as la main pour un maximum d'une heure, et après, les autres prendront la parole. Enfin, j'écouterai les questions des uns et des autres, et tu répondras par la suite. D'accord. OK, merci. Merci, Dr. Fred. Je dis bonsoir à tout le monde et merci d'être présent. Je suis donc Kyria Despinos. J'ai un doctorat en droit et j'enseigne également le droit dans plusieurs structures. Et lorsque j'ai fait ma thèse, j'ai étudié surtout les relations de couple et la question de l'autonomie, de l'indépendance professionnelle dans la vie de couple. Et j'ai fait un parallèle entre le droit haïtien et le droit français. Aussi, aujourd'hui, si je tiens devant vous pour parler de l'entreprise familiale et la vie de couple en Haïti, ce sont, je dirais en condensé, des réflexions qui me sont venues lorsque j'ai fait cette étude, cette analyse de la question de l'indépendance professionnelle dans la vie de couple en Haïti. Lorsqu'on parle de l'entreprise familiale et la vie de couple en Haïti, il faut surtout voir la relation qu'on peut avoir entre l'entreprise et les régimes matrimoniaux. Donc, je circonscris mes propos justement dans le droit matrimonial et je questionne le statut des époux entrepreneurs dans les régimes matrimoniaux. Le lien entre ces deux thèmes ne vient pas naturellement parce que lorsque vous avez des dirigeants, de futurs dirigeants d'entreprise qui se marient, ils n'ont pas conscience qu'à ce moment-là, que dans le système juridique, il peut y avoir des règles contraignantes qui, à l'occasion donc d'une crise familiale, peut entraîner également une crise de l'entreprise et qui peut mettre en péril donc l'entreprise elle-même. Donc, lorsque les gens se marient, ils se marient, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Donc, à ce moment-là, ils ne pensent pas à la question, à l'avenir de l'entreprise qu'ils ont créée, surtout s'il s'agit d'un seul qui avait créé l'entreprise et qui se marie entre-temps. Donc, les régimes matrimoniaux aussi, nous savons que dans notre société, on parle très peu des régimes matrimoniaux parce que au final, on considère que ce sont les gens
qui sont beaucoup plus riches, qui vont aller trouver un notaire pour conclure un contrat de mariage. Au final, on ne parle pas vraiment des régimes matrimoniaux. Mais les faits sont là. Il peut y avoir des drames, des mésententes, des imprévoyances qui font que vous avez des situations dangereuses pour lesquelles donc, il faut appliquer les règles des régimes matrimoniaux. Et dans ce cas, il faut revenir justement à ces régimes. Et succinctement, je vais vous présenter les deux grands régimes, mais leur principal et leur trait caractéristique, on va s'arrêter à là pour pouvoir justement mettre en avant la question de l'indépendance professionnelle qui touche les époux lorsqu'ils exercent une profession, soit de façon séparée ou lorsqu'ils exercent en commun, donc une activité professionnelle. Nous avons deux grands types de régimes matrimoniaux. Vous le savez, ce sont les régimes communautaires et les régimes de séparation de biens. On ne va pas décrire ces régimes parce que je suppose que vous les connaissez en gros. Donc, s'il y a des questions, je pourrais toujours y revenir. Mais il faut savoir que les régimes communautaires, ils sont vraiment fondés sur le principe d'existence d'une masse patrimoniale qui va être commune aux deux époux et qui va être constituée des biens qui sont acquis par les époux pendant leur mariage. Donc, ce qui fait que on retrouve dans cette masse commune les produits du travail, que ce soit un salaire, que ce soit des gains, que ce soit d'autres substituts de salaire, toute forme de gain se trouve donc dans la masse commune. Et ce qui est important, c'est de savoir à partir de cette masse commune, il peut y avoir des masses propres, donc gérées personnellement par chaque époux, mais c'est la question du pouvoir sur la masse commune qui est intéressante parce que les gains et salaires, c'est-à-dire les fuites du travail des époux, vont avoir un statut spécial. Parce que quel que soit le régime qui est adopté, on va considérer justement en vertu de dispositions spéciales que ces gains et salaires, même s'ils appartiennent donc question de propriété aux époux, mais ils sont gérés par la personne qui les génère. C'est-à-dire, on va mettre sur ces gains et salaires un pouvoir exclusif de gestion afin de donner une certaine autonomie pendant la vie de couple. Donc, ce qui fait ce régime de communauté, dans les régimes de communauté, si vous n'avez pas une exacte répartition des pouvoirs sur la masse commune, vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles où l'époux qui est professionnel, qui gère donc son activité, n'arrive pas à disposer de ses biens. Schématiquement toujours, vous avez le régime de séparation de biens, donc qui va consacrer l'indépendance totale des époux sur le plan patrimonial. Autrement dit, dans ce régime, vous avez exactement deux patrimoines séparés où chacun gère ses biens personnels avec donc l'exclusivité de gestion. Lorsqu'on met en phase ces deux types de régimes, et qu'on questionne sur la nature des biens mis dans l'entreprise ou bien le statut de l'entrepreneur, c'est à partir de là que vous allez voir qu'il y a des mal-donnes selon les dispositions de la loi. Avant de revenir donc sur les dispositions de notre loi, parce qu'on a eu une évolution assez remarquable en la matière, je présente les limites aussi lorsque je parle d'entrepreneur. Lorsque je parle d'entrepreneur, justement, je fais référence à la catégorie des non-salariés, c'est-à-dire les travailleurs indépendants. La spécificité du droit matrimonial, c'est qu'elle est basée sur une différence entre les professions salariales et les professions non salariales. C'est-à-dire,
Lorsqu'on regarde le produit du travail, le salaire a un statut, les gains et salaires ont un statut, mais il faut également voir le statut de l'époux. Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est entrepreneur? C'est indépendant. Est-ce qu'il exerce une activité donc à titre indépendant ou bien est-ce que c'est une activité de collaboration, c'est-à-dire exercée soit sous forme de société, soit dans une entreprise individuelle. Donc, ce sont toutes ces questions-là qui, lorsqu'on les met en rapport dans la vie de couple, on constate que la présence de la femme a donné le mouvement aux différentes réformes qu'on a eues depuis le Code civil qui a mis en place, donc qui s'est aligné donc, sur l'incapacité de la femme mariée pour arriver ensuite à lui donner une certaine capacité justement en tenant compte de l'activité professionnelle jusqu'à la dernière réforme qu'on a eue en Haïti, donc en 2020, avec le décret d'avril 2020 qui a réformé les régimes matrimoniaux, on a considéré que le changement de régime légal se fait justement à cause de la profession séparée des époux. On veut protéger donc la profession séparée des époux. Mais vous allez voir, lorsque je vais vous exposer les différentes réformes qu'on a eues concernant justement l'autonomie ou l'indépendance professionnelle dans la vie de couple, on a eu le résultat inverse. C'est-à-dire que lorsque je parle de profession séparée et collaboration professionnelle, j'aimerais que vous reteniez, c'est le fait d'avoir donc un couple. Vous avez ceux qui travaillent en tant que salariés. Dans ce cas-là, quel est le statut du salaire? L'argent qui rentre, est-ce que c'est un bien commun? Si c'est un bien commun, à quel type de pouvoir? Est-ce que celui qui travaille seul a seul pouvoir ou bien est-ce que le conjoint a également un pouvoir alors que le régime de communauté vous dit que ce salaire, c'est un bien commun? Lorsque je parle de collaboration professionnelle, dans ce cas-là, il s'agit de travail indépendant. Ça peut être une entreprise individuelle, donc l'un des conjoints est chef d'entreprise et il y a son conjoint qui travaille à ses côtés. Et c'est dans ce cas-là, cette situation n'a jamais été abordée en Haïti pour savoir quel est le statut du conjoint dans ce cas-là. Parce que si le conjoint travaille aux côtés du chef d'entreprise, est-ce qu'il a droit à une rémunération? Sur quelle base? Donc, est-il salarié? Va-t-on considérer qu'il est un simple collaborateur? D'autres législations ont créé ce statut de collaborateur du chef d'entreprise en leur donnant également une compensation financière. Et vous pouvez avoir le statut de co-exploitant qui se fait assez souvent dans le cadre d'une société. Parce que les époux peuvent également créer une société où on a des époux co-associés ou bien il y a tout simplement une simple participation. Donc, lorsqu'on a eu l'ensemble de lorsqu'il y a l'ensemble de ces questions qui se posent, il faut savoir qu'on ne peut pas appliquer tout simplement le droit commun du travail ou bien le droit des sociétés. Le fait même d'avoir une relation conjugale ou une relation familiale, cela fausse les données, c'est-à-dire que la loi a mis en place un certain nombre de dispositions d'ordre légal parce que le statut matrimonial impose des règles d'ordre public, donc qui contrarient la liberté de travail dans ce cadre-là. Et cette liberté, justement, ces dispositions spéciales se justifient tout simplement par le statut de la femme. Parce qu'au départ, on avait considéré que la femme était incapable. Puisqu'elle était incapable, elle ne pouvait pas donc déjà avoir accès à une profession. Il fallait avoir l'autorisation du mari pour qu'elle travaille.
Et ensuite, la législation a tenu à lui donner une certaine autonomie en 2010 à partir d'un décret-loi en 1944, en considérant que la femme, lorsqu'elle exerce une activité professionnelle, pouvait donc gérer les biens issus donc de ses activités professionnelles. Mais il faut vous rappeler que dans ce cadre-là, on était dans une communauté de meubles et acquets, autrement dit, que ce soit la femme qui travaille, que ce soit le mari qui travaille, les gains, les produits issus du travail étaient des biens communs. Ce qui fait que la femme ou le mari, lorsqu'il travaillait, les produits devaient rentrer dans la masse commune. Et c'est là on se questionne pour savoir qui gérait les biens communs. Donc, avant 1982, il s'agissait du mari. Mais la loi de 44 avait considéré que même si la femme, elle était incapable, elle pouvait gérer les biens issus du travail. Nous avons donc en 1982 un décret qui donne émancipation donc à la femme haïtienne. Avec ce décret-loi de 1982 que tout le monde a salué considérant que c'est un grand pas, il y a eu un accroc. Pourquoi? Parce que cette loi, en disant que la femme était capable, a toujours gardé un pouvoir de gestion sous la coupe du mari. Autrement dit, avant 1982, la femme, elle était incapable, mais nous avions une disposition spéciale qui lui permettait de gérer ce qu'on appelait les biens réservés. À partir de 1982, on a donné la capacité à la femme mariée, donc elle pouvait gérer les biens issus du travail, mais comme la communauté a changé de figure, de caractéristique, puisque la loi vous dit que les deux, ils vont gérer de façon commune la masse, mais on dit que le mari, il a un droit d'opposition en cas de désaccord. Autrement dit, on a enlevé cette autonomie qui était partielle à la femme mariée pour donner un droit d'opposition au mari sur la masse commune, donc y compris les biens réservés qui n'existaient plus donc à partir de 1982. En 2020, nous avons eu le 13 avril une nouvelle réforme donc des régimes matrimoniaux qui, en considérant justement la montée de l'emploi féminin pour donner un peu plus d'autonomie dans la vie de couple, a voulu modifier, donner plus de pouvoir pour qu'on puisse avoir plus de cadres pour la relation de travail entre époux. Ce décret de 2020 n'a pas statué sur les pouvoirs des époux. Il a non seulement changé complètement le régime légal, puisqu'il ne s'agit plus d'une communauté de meubles et acquets, c'est-à-dire les biens meubles, les produits du travail, les salaires, mais c'est surtout une communauté réduite aux acquets. Pour la masse commune, même si elle s'est réduite considérablement, on va considérer que tous les produits du travail sont encore dans la masse commune, mais ce décret n'a pas statué sur les pouvoirs des époux. Autrement dit, nous avons donc un nouveau régime légal, mais lorsque les époux travaillent, qu'il s'agisse de travail salarié ou de produits issus de bénéfices d'entreprise, ce sont des produits, donc ce sont des biens communs et qui restent donc sous la coupe du mari en cas de désaccord. Autrement dit, on a institué une cogestion. Pour certains, on va dire, s'il y a cogestion des biens, c'est une avancée pour la femme, mais l'article veut dire qu'en cas de désaccord, le mot du mari prévaut.
Et le décret de 2020 n'a pas changé cette situation. Autrement dit, la femme avait plus d'autonomie lorsqu'elle était incapable juridiquement par rapport à aujourd'hui où elle a la capacité, mais elle n'a pas le pouvoir de gérer les biens qui sortent de son travail. Cela concerne plus précisément donc les époux qui exercent une profession séparée. Mais aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur ceux qui exercent une profession en commun. C'est plutôt dans cette optique que j'ai voulu parler de l'entreprise familiale parce que de plus en plus, nous avons des femmes chefs d'entreprise. Depuis la nuit des temps, vous avez beaucoup de femmes qui travaillent la terre. Ce sont des femmes agricultrices, mais on n'arrive jamais à savoir si ces femmes sont chefs d'entreprise ou bien si le mari, si elle se contente donc de gérer le commerce, de faire le commerce des produits agricoles que son mari avait, quel est le statut justement de cette femme lorsque elle travaille dans ce cas-là. Donc, la question que vous devez vous poser qui se pose dans ce cas-là, quel est le statut de la femme qui a créé une entreprise à titre personnel? Est-ce que la femme va pouvoir gérer ce bien ou bien est-ce que la présence du mari à ses côtés n'a pas donné une forme de présomption d'exploitation où c'est le mari qui prioritairement va avoir le statut de professionnel? Lorsque nous regardons donc la vie professionnelle des couples dans notre droit, on se rend compte justement qu'il n'y a pas de liberté professionnelle comme principe fondamental en droit, puisque la nature de la cogestion sur les biens communs va constituer un obstacle à cette indépendance. Il y a certes une forte participation des femmes au travail, que ce soit pour l'exercice d'une profession séparée ou pour exploiter un fonds agricole. Ou bien, au niveau du commerce, on se rend compte que la femme, tout le monde peut le voir, que ce soit de façon informelle, il est vrai, mais la femme est au devant de la scène pour le commerce. Lorsqu'on regarde dans le code du commerce, il y a un statut nettement discriminatoire par rapport à la femme. Et ce statut, on veut bien croire que c'est parce qu'il n'y a pas eu de toilettage du droit commercial, du code de commerce qu'on a ce statut, mais il faut savoir que même lorsqu'on vous donne la capacité juridique en droit, il y a toujours la capacité civile, c'est-à-dire il y a une capacité commerciale. Notre droit conserve toujours une incapacité par rapport à la femme. On considère que la femme qui exerce le commerce, elle ne fait que détailler les produits du commerce de son mari. Cet article existe bel et bien et c'est un article qui est en contradiction nette par rapport au principe donc d'indépendance qu'on veut accorder à la femme mariée. Ensuite, au niveau des activités agricoles, on se rend compte également que la législation ne parle pas du statut des femmes agricultrices. Donc, à ce niveau, on se pose la question pour savoir est-ce que la collaboration professionnelle ne devrait pas bénéficier d'un statut puisque les règles conjugales vont à l'encontre de l'esprit de liberté et d'égalité dans le couple. Donc, en raison du mariage, il y a un rapport hiérarchique qui va avoir un effet négatif sur la liberté de travail. De ce fait, il y a un diptyque qui est formé donc entre la dépendance de l'époux et la collaboration
professionnel. On n'arrive pas à donner un statut au conjoint qui travaille aux côtés de son mari. Parce qu'il y a une forme d'interdépendance entre les rapports personnels et les rapports professionnels qui se retrouvent en droit matrimonial haïtien et qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc, ce qui fait au niveau de la collaboration professionnelle, le droit conjugal va colorer, va apporter une forme de coloration pour dire que c'est un devoir conjugal. On ne considère pas le travail du conjoint. Dans ce cas-là, je vais essayer d'être moins, discriminant en essayant donc de voir de façon indifférenciée la question. C'est qu'à partir du moment que vous avez un conjoint qui travaille aux côtés de son époux ou de son épouse, on va considérer que c'est un devoir conjugal. À la limite, notre droit n'est pas contre la relation de travail. On pourrait considérer qu'il y a un contrat de travail entre les deux, mais si on se pose la question, on verra que c'est une question très limitée, tout simplement par le coût ou bien par le poids des mentalités. Pourquoi je parle de devoir conjugal? C'est que la loi même vous dit que lorsque le conjoint travaille aux côtés de son époux, cela relève de l'entraide conjugale. C'est-à-dire qu'il y a un article qui vous dit que tout le travail qui se fait aux côtés, lorsque les deux travaillent en même temps, celui qui travaille en premier a le statut de professionnel, mais celui qui travaille à ses côtés apporte son entraide. Cela relève de l'entraide conjugale ou de sa contribution aux charges du mariage. Donc, c'est ce pouvoir d'attraction des règles matrimoniales qui empêche de mettre en application le droit du travail. Parce que dans le Code civil, il était interdit d'avoir un contrat de travail entre époux, tout simplement parce qu'on considérait qu'entre époux, on ne pouvait pas avoir de relation de subordination. Vous savez que lorsque vous avez un contrat de travail, il faut tous vérifier certains critères, dont justement ce rapport hiérarchique entre l'employeur et l'employé. Avec le mariage, à cause du droit du mariage, on considérait que ce rapport était faussé. Donc, du coup, on ne pouvait pas donner justement le statut. On ne pouvait pas accepter le contrat de travail entre époux. Il en était de même aussi pour le contrat de société. C'est-à-dire que si la femme travaille aux côtés de son mari ou vice-versa, on considérait qu'il ne pouvait pas y avoir création de société dans ce cadre-là. Donc, autant de dispositions qui existaient dans le Code civil français qu'on a importé dans notre Code civil et qui sont encore présents et qui empêchent justement à la loi matrimoniale d'avancer. Mais le décret de 2020, du 13 avril 2020, qui a réformé donc la matière, a voulu prendre en compte la profession séparée parce qu'il considère que les règles matrimoniales sont des règles qui portent atteinte à l'autonomie professionnelle. Donc, ils ont voulu changer de régime matrimonial. La seule chose qu'ils ont prévue, c'est que un époux qui se rend compte que les règles de la communauté sont réductrices, sont restrictives, pouvait changer de régime matrimonial. Parce qu'avant, le régime qu'on adoptait était immuable. On ne pouvait pas changer de régime matrimonial. Donc, du coup, si pendant le mariage, il y avait création de biens communs et que le mari qui avait le pouvoir prépondérant sur la masse commune, donc utilisait l'ensemble de ses biens dans une entreprise et qu'il y a faillite,
avec les règles concernant les dettes, justement, cela obérait le patrimoine parce que le patrimoine commun allait répondre des dettes. Autrement dit, lorsque la situation était difficile pour celui qui travaillait, il était en faillite. Donc, c'est tous les biens du couple donc, qui étaient entraînés dans la faillite. Donc, à partir de là, la seule solution que nous a donné le Code civil en 2020, ça a été de permettre justement de changer de régime matrimonial pour adopter un autre régime. Mais on sait qu'en général, lorsqu'on laisse la communauté de biens pour raisons professionnelles, pour éviter les risques professionnels, on adoptait la séparation de biens. Mais notre loi n'a pas été au bout, comme j'allais dire d'habitude, des réformes, puisque le régime de séparation de biens qui était contenu dans le Code civil avec le décret de 1982 était un régime imparfait, puisque c'était un régime imprégné de la prédominance maritale. Donc, on se retrouve dans une situation où on peut se poser la question, quel est l'intérêt de s'élever donc contre la méconnaissance de cette collaboration conjugale en Haïti? Parce qu'au final, cette méconnaissance va préjudicier qu'à la femme mariée. Parce que le mari conserve un droit d'opposition, même si le mari n'empêche plus à la femme de travailler, puisque on lui a donné sa capacité juridique, donc la femme peut avoir accès à une profession sans autorisation, mais par contre, elle ne peut pas gérer les biens. Si vous êtes chef d'entreprise, une femme exploitante agricole, une femme qui a un fonds de commerce, qui gère ses biens, qui va faire du crédit, si cette femme arrive devant donc l'établissement financier pour faire des crédits, on va lui demander d'amener son mari pour que son mari lui donne donc aval pour pouvoir faire du crédit. De même, cette femme ne peut pas avoir un domicile professionnel, c'est-à-dire ne peut pas être domiciliée professionnellement à un endroit différent du domicile conjugal, parce que la loi considère que le domicile conjugal de la femme doit être le domicile du mari. Le lieu du domicile, c'est le lieu où se trouve le domicile du mari. Autrement dit, selon la loi, même si vous allez me dire qu'en pratique, peut-être que cela ne se fait pas, mais selon la loi, la femme n'a pas le droit d'élire domicile professionnellement, c'est-à-dire là où on peut le trouver, où il fait les principaux actes donc juridiques concernant son activité. Cela ne peut pas se faire là, si ce n'est pas là où le mari donc avait élu domicile. Donc, c'est l'ensemble de ces indications que l'on retrouve dans notre Code civil. Et lorsqu'on veut parler justement de cette question d'exploitation conjointe, donc, il faut savoir que la femme qui travaille aux côtés de son mari dans d'autres législations a pu trouver, on a pu lui accorder justement d'autres statuts. Nous, à notre niveau, la femme va être reléguée au rang d'auxiliaire, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle est préposée puisque la présence du mari va donner une forme de présomption d'activité, mais la femme qui s'est débattue pour créer son activité, elle va être reléguée au rang de préposée. C'est-à-dire, le Code de commerce, surtout pour les professions commerciales, considère que la femme ne peut que détailler les marchandises du commerce de son mari. Donc, ce sont des dispositions qui existent bel et bien, qui sont encore en vigueur dans notre législation, qui constituent un frein pour l'établissement de la liberté professionnelle.
Donc, lorsqu'on regarde cette situation, et lorsqu'on y réfléchit, dans d'autres législations, on a mis en évidence justement cette situation en montrant qu'avec la montée, l'accroissement de l'emploi féminin, on arrive à avoir des femmes qui s'établissent de plus en plus, mais cela posait des problèmes. Aussi, on leur a conféré plusieurs statuts. On leur a donné des possibilités de pouvoir et choisir. C'est-à-dire que la femme, maintenant, on peut dire non pas seulement la femme, même si j'utilise, je parle de la femme puisque l'évolution de la femme s'est faite avec justement la liberté professionnelle de la femme mariée. Mais on a enlevé, on n'a pas voulu plus faire de distinction entre la femme et l'homme. Donc, on parle tout simplement du conjoint qui travaille avec son époux. C'est-à-dire que le conjoint qui travaille aux côtés de son époux, il a le choix. Il a le choix d'être salarié. Autrement dit, il peut conclure un contrat de travail avec son mari où il y a une vraie rémunération, où il y a un travail effectif qui se fait et à partir de là, le conjoint, il peut bénéficier d'avantages sociaux parce que c'est tout l'intérêt de la manœuvre. Ce n'est pas tout simplement pour donner un salaire au conjoint, mais c'est également pour que ce conjoint il puisse avoir donc un statut professionnel et bénéficier donc de toutes les garanties qu'on peut avoir au niveau de la sécurité sociale. C'est vrai que à notre niveau, avec, je dirais, notre système de sécurité sociale, de protection sociale qui n'est pas avancé, on ne voit pas du tout encore l'intérêt. Mais dans ce cadre-là, lorsque le conjoint il travaille et a un statut, donc il peut bénéficier de droits de congé, de droits à la retraite, etc. Sauf que l'inconvénient, c'est que si notre époux, il a l'entreprise, il est chef d'entreprise, il sera obligé aussi de contribuer c'est un coût pour pouvoir assurer socialement donc son conjoint. Donc, ce sont des questions, on peut se demander est-ce que c'est encore opportune par rapport à notre législation, mais ce n'est pas parce que le droit de la protection sociale n'est pas avancé qu'on ne peut pas déjà parler on ne peut pas se poser la question aujourd'hui. Donc, le conjoint, il peut bénéficier également du statut de co-exploitant, c'est-à-dire si c'est une chef d'entreprise, si c'est sous forme de société, il peut également avoir une participation égalitaire où les deux donc peuvent avoir donc le même statut égalitaire dans le couple. Mais notre législation n'arrive pas encore, en fait, et même dans la littérature, la doctrine, lorsqu'on regarde, personne ne se pose la question de savoir comment faire avancer le statut de la femme. On parle surtout de l'égalité salariale, on parle des discriminations au niveau du travail. Est-ce qu'il y a un emploi féminin où la femme arrive au niveau de cadre comme l'homme? Mais la spécificité du rapport de couple pose problème dans ce cas-là. Parce que justement, vous avez en raison du mariage des régimes matrimoniaux qui viennent s'interférer dans ces lois pour pouvoir déterminer à l'avance est-ce que ces biens sont des biens propres, est-ce que ces biens sont des biens communs, est-ce que les deux époux peuvent gérer? Parce que si vous travaillez, le salaire, il rentre dans le couple, vous êtes dans un régime de communauté, le salaire, c'est un bien commun. Lorsque vous avez un bien commun, que ce soit une entreprise, que ce soit un salaire, c'est-à-dire des sommes d'argent qui sont déposées dans un compte, donc il faut tenir compte de la relation conjugale avant de pouvoir disposer de ces biens. Et la loi vous dit, lorsque vous avez il y a différentes formes de gestion. Pouvoir exclusif peut être sur les biens du travail, mais en Haïti, on a mis en place une cogestion. Lorsqu'on parle de cogestion, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui s'exerce à deux.
il y a une différence aussi, il y a concours de gestion, concurrence de gestion, c'est-à-dire que l'un peut agir, c'est celui qui agit avant, donc qui peut avancer, qui a le droit, mais lorsqu'on parle de cogestion, il faut consentement des deux sur les biens. Or, vous imaginez, lorsque tous les Haïtiens relèvent, je dirais à 90% du régime de communauté, puisque c'est un régime qui s'applique par défaut, les gens ne vont pas faire de contrat de mariage en général. Donc, la plupart des couples en Haïti relèvent du régime de communauté. Autrement dit, quels que soient les biens qui rentrent dans la communauté, la masse commune, il faut la cogestion, il faut l'assentiment, le consentement des deux. Et la seule issue que vous donne la loi, c'est qu'en cas de difficulté, lorsque vous avez des actes qui ont été pris contrairement à l'intérêt de la famille, il faut aller en justice. Or, combien de couples iront en justice pour pouvoir parler donc des dépassements de pouvoir sur certains biens de communauté. Donc, c'est l'ensemble de ces questions que l'on débat aujourd'hui au niveau, en fait, ce sont des questions que l'on rencontre lorsqu'on parle de l'autonomie professionnelle, qui est un principe qui a été établi avec les biens réservés, mais qui a été occulté complètement au travers des réformes de 82 et de 2020. Alors que ces réformes, la réforme de 1982 parle de l'émancipation de la capacité juridique de la femme et la réforme de 2020, justement, vous dit que c'est en raison d'une liberté professionnelle qu'ils ont changé la matière. Mais au final, en 1944, les époux avaient une meilleure liberté professionnelle pour gérer les biens. Parce que même aujourd'hui, le pouvoir du mari est restreint. Pourquoi? Parce que vous avez une cogestion. Comme je vous l'ai dit, l'article 8 du décret-loi de 1982 donne une cogestion, c'est-à-dire les deux gèrent les biens communs. Seulement, il vous dit en cas de désaccord, c'est le mot du mari qui prévaut. Mais toutefois, pour certaines formes d'actes, c'est-à-dire les actes de disposition, il faut nécessairement la cogestion. Donc, vous avez, à contrario, lorsqu'on analyse l'article 8, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de cogestion avec droit d'opposition du mari, il s'agit de pour les simples actes d'administration courante. Mais pour les grandes décisions, pour les décisions graves dans le couple, il faut la cogestion. Autrement dit, dans le régime matrimonial que nous avons en vigueur pour plus de la moitié de la population, c'est un régime qui ne fait pas la promotion de la liberté dans le couple. On a voulu mettre en place une certaine égalité, certes, mais ça a été au détriment de la liberté. En tout régime matrimonial, quel que ce soit le régime de séparation de biens, ou bien les régimes séparatistes en général, parce qu'il n'y a pas que le régime de séparation de biens, ou bien les régimes communautaristes, il y a toujours un mariage entre la liberté et l'égalité. C'est-à-dire que d'un côté, on essaie de mettre les époux à égalité, mais de l'autre, on leur donne aussi une forme de liberté pour pouvoir gérer les biens dans le couple. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez des dispositions d'ordre public qui constituent un statut matrimonial de base qui permet d'avoir justement ces règles impératives de liberté, d'égalité et aussi de solidarité. Mais à travers les réformes que nous avons en Haïti, je dirais que les cartes ont été brouillées parce que les réformes n'ont pas été jusqu'au bout, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une législation qui annihile complètement la liberté professionnelle au sein du couple.
pour celui qui travaille avec un salaire, que ce soit pour celui qui travaille avec un salaire, que pour celui qui veut donc entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai plutôt voulu mettre l'accent sur l'entreprise parce que je sais qu'on est à un moment où on parle surtout de l'entrepreneuriat. On veut surtout inciter les jeunes à entreprendre, à investir. De ce qui fait que les jeunes, lorsqu'ils sont célibataires, bien sûr, la question ne se pose pas. Mais à partir du moment qu'ils rentrent dans le mariage, il y a toutes des barrières qui se posent par le droit matrimonial, donc qui portent à réfléchir. Donc voilà pour les réflexions que j'avais concernant donc, cette question d'entreprise familiale et de vie de couple. Bien sûr, je n'ai pas abordé la question des formes de vie de couple non mariées. Bien sûr, il y a une forme de vie de couple en dehors du mariage. Je n'ai pas abordé la question, sinon ce sera trop long. Mais cette question également touche ces formes de vie de couple hors du mariage. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à votre disposition pour éclaircir ou apporter d'autres précisions. Merci. Alors, merci, docteur Keria Despinoz, pour cet exposé qui est très, très clair, hein, très, très bien. J'allais poser une question juste, mais ta dernière phrase semble avoir répondu. J'aurais dit, est-ce que tu parles vraiment de couple marié, uniquement ton exposé a porté sur les couples mariés ou sur les couples? Mais tu as dit non. Tu as dit que tu as porté ta réflexion sur les couples mariés, si j'ai bien compris ta dernière phrase. Oui. Et sur les couples qui vivent ensemble, en union libre, eh bien, ça fera l'objet d'une autre intervention de ta part. Ça nous fera plaisir de t'entendre de nouveau. D'accord. mais sur ton exposé, on peut dire que c'est très, très, très bien parce que, si j'ai bien compris, le couple marié était en avance en 1944 que sur le couple de 1982 et de 2020. Donc, on a fait marche arrière et non pas marche avant. Si j'ai bien compris, je ne suis pas juriste. Hein, donc, je ne suis pas juriste. Je m'excuse déjà au départ. Je ne suis pas juriste, donc je ne comprends pas tout. Mais j'ai cru comprendre qu'on a fait marche arrière. Bon, en tout cas, merci encore pour cet exposé fort brillant et qui nous apprend beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, je vais passer la parole à l'auditoire. Je vais commencer pour l'instant. Il n'y a que doigt levé qui est Édouard Jules. Hein? Édouard Jules a la parole et entre-temps, s'il y a un autre, je prends aussi la question. Ainsi, tu pourrais répondre à 2-3 questions à la suite. Donc, Édouard Jules, tu as la parole. Merci, Dr. Fred Seliman. Un plaisir d'écouter Dr. Despinoz parce que elle a vraiment effectué de bonnes recherches à ce sujet. Alors, elle a fait référence au décret de 1982. Dr. Despinoz, effectivement, donc entre le décret de 44 et 82, donc si j'ai bonne mémoire, je me rappelle que avant 1982, l'épouse de commerçant n'était pas considérée comme un commerçant. Il y avait des restrictions. D'ailleurs, la femme mariée ne pouvait même pas parler très fort sur son mari. Quand le mari lui dit à droite, c'est à droite, à gauche, c'est à gauche. C'est grâce au décret de 82, c'était sous l'égide de Crépoif, de Marie-Cabelle Lafontaine, à la Ouïe-Loi, j'ai bonne mémoire, qu'on a donné une certaine, on dit en créole, émancipation de la femme. Donc, jusqu'à présent, donc, le mari a droit de citer.
Mais comme vous avez parlé, n'est-ce pas, du décret de 2020, c'est ça? Oui, 2020, oui, oui. 2020, mais franchement, je n'étais pas au courant. Donc, est-ce que vous pourriez au moins faire le parallèle entre le décret de 44, de 82 et 2020? D'accord. Merci. Merci, recteur, pour la Attends, question. attends. Oui. Je vais voir s'il y a encore une autre question de la part, voilà, Levenson. On va prendre notre ami, le docteur Jean-Louis Levenson, qui a une intervention à faire. Voilà, cher ami, tu as la parole. Et merci, docteur Fred. Et je tiens tout d'abord à féliciter docteur Kiria pour sa brillante intervention. C'est un sujet passionnant et qui a du sens et pour justement le droit commercial, le droit des sociétés dans notre société haïtienne. Ma question va aborder un point, je dirais, qui pourrait faire l'objet d'un autre thème de conférence. C'est sur les conséquences d'une cause de liquidation judiciaire sur la communauté osakaise, c'est-à-dire que sur le régime commun et du droit patrimonial. Qu'en est-il en cas de faillite d'une entreprise sur ce régime matrimonial? Merci pour la question. OK. Alors, je vais demander à Kyria de répondre à ces deux questions-là déjà. Et puis, pendant ce temps, si les autres ont des choses, n'hésitez pas à lever la main. Mais Kyria, comme nous ne sommes pas tous juristes là-dedans, et tu as parlé de ça dans ton exposé, et le docteur Jean-Louis Levenson en a encore parlé, tu peux définir la communauté osakaise pour les gens, pour les uns et les autres, afin qu'ils comprennent vos échanges de juristes. Parce que le docteur Levenson Jean-Louis est juriste lui aussi. Donc, entre juristes, vous avez des codes, donc il vaut mieux que tout le monde vous suive. D'accord? Vas-y, tu as la parole. OK. D'accord, merci. Concernant la première question, donc, succinctement, je fais un peu l'évolution pour comprendre. C'est que avant 1944, on avait donc l'incapacité de la femme mariée, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas agir, elle ne pouvait pas rester en justice, c'était une incapacité totale. Et par rapport à la communauté de biens donc, qui s'est mis en place, on a considéré que seul le mari, donc il y avait ce qu'on appelle la prédominance maritale, seul le mari avait pouvoir de gestion sur les biens. Donc, dans ce cadre-là, on a voulu donner à la femme une liberté de travail sur les gains et salaires, sur les produits du travail. Et c'est ce qui a été fait en 1944 avec un décret-loi pour dire que même si dans la communauté de biens ou la masse commune donc, qui est composée de produits du travail, même si c'est une masse commune et que le mari gère cette masse, mais on va enlever de cette masse les produits de travail de la femme qui travaille. C'est-à-dire que le mari va donner autorisation à la femme pour travailler et les produits du travail, elle avait donc ce pouvoir exclusif de gestion là-dessus. Donc, de 1944 à 1982, la femme était toujours incapable juridiquement. À partir de 1982, donc le décret-loi a donné l'émancipation juridique à la femme, c'est-à-dire qu'on considère que la femme a la capacité en droit d'agir. À partir de là, vous avez un article, l'article 8, qui vous dit que la masse commune donc, est gérée non pas exclusivement par le mari, mais la masse commune est gérée par les deux époux conjointement. En cas de désaccord, le mot du mari prévoit, sauf qu'il y a une exception donc pour certains actes graves. Autrement dit,
la loi de 82 n'a pas parlé de la liberté professionnelle. La loi de 82 a juste mis en place la capacité juridique. Mais le fait d'intervenir à l'article 8 sur la marche commune, sans faire référence justement à l'article 44, puisque la marche commune, elle est composée des produits et salaires, on a augmenté le pouvoir de la femme pour dire qu'elle gère conjointement avec son mari. Ce n'est plus un pouvoir exclusif des deux, puisque le mari il avait le pouvoir total sur le tout, sauf sur les gains et salaires de la femme. Mais là, on réunit la marche commune pour donner une cogestion. Et c'est à partir de cette cogestion qu'on considère finalement que le mari, il avait quand même une forme de prédominance puisqu'il a un droit d'opposition. Donc, c'est cette différence qui a été faite que souvent on oublie que la marche commune, elle s'est réunifiée en 1982 et qu'il n'y a plus de pouvoir exclusif sur la marche commune, donc c'est un pouvoir conjoint. Donc on a changé, 2020, on a changé pour ne rien changer alors. Oui, justement. C'est-à-dire qu'on a eu la gloire, comme on dit, la femme a la capacité juridique, elle n'a pas besoin de demander l'autorisation pour agir, elle n'a pas besoin de demander l'autorisation pour exercer une profession, parce que c'était ça. Mais à partir de là, on a considéré que la marche commune, elle est gérée par les deux. C'est une avancée puisqu'elle va gérer l'ensemble de la marche commune, y compris les biens du travail du mari, mais avec lui. Et c'est pour cela que, je ne sais pas, c'est pour ça, souvent je fais les commentaires, je dis c'est les hommes qui réfléchissent, c'est-à-dire ils ont donné la capacité d'une main, mais d'un autre, ils ont enlevé également ce pouvoir de les mains de la femme en disant qu'en cas de désaccord, c'est le mari qui décide. Donc, cela peut-être correspond à notre mentalité, mais de toute façon, lorsqu'on regarde froidement la loi, on voit que c'est une cogestion, certes, mais il n'y a plus de liberté. Et le mari, on aurait pu dire qu'il n'a pas la liberté non plus, mais comme il conserve ce droit de désaccord, donc au final, il a gagné au change. À partir de 2020, lorsqu'on regarde les considérants du décret de 2020, on vous dit c'est en considération de l'évolution du marché du travail, on considère que les règles matrimoniales sont trop restrictives. Mais lorsqu'on fait ces genres de considérations, autrement dit, il aurait fallu consacrer l'autonomie professionnelle au profit des deux époux. C'est ce que fait la loi française en consacrant une autonomie professionnelle absolue, c'est-à-dire on considère que le mari comme la femme gère de façon exclusive les produits du travail. Je ne parle pas de la question de propriété. C'est toujours une marche commune, c'est-à-dire qui appartient aux deux, mais on crée un espace de pouvoir exclusif de gestion sur les biens du travail. C'est ce qu'on appelle l'autonomie professionnelle au sein d'un régime de communauté. Mais notre décret de 2020, en considérant qu'à partir de 82, il fallait augmenter, donner plus de pouvoir pour ceux qui exercent une profession séparée comme pour ceux qui exercent donc un travail en commun, ils n'ont pas agi sur les biens. Ils ont tout simplement donné la possibilité de changer de régime matrimonial. C'est la différence. Ils ont également changé le régime légal, et ensuite ils ont donné la possibilité de changer de régime matrimonial, mais en cours de mariage, parce que c'était impossible avant. Le régime, et c'est là que je rejoins un peu la question de Fred et par rapport à la remarque de Dr. Levinson. C'est-à-dire que lorsque, avant, on avait une communauté de meubles et acquets, c'est-à-dire que la marche commune comprenait tous les biens meubles, que ce soit des meubles acquis avant le mariage ou après le mariage, c'est-à-dire salaire, voiture, c'est tout ce qui est meuble
que ce soit avant le mariage ou après, c'était commun. Donc, à partir de 2020, ils ont changé ce régime légal pour dire que la communauté, c'est une communauté réduite aux acquêts. Autrement dit, les acquêts comprennent des meubles et des immeubles, mais ce sont les biens acquis à partir du mariage. C'est-à-dire les salaires que vous aviez avant le mariage, ça reste propre. Ça appartient à celui qui l'avait. Mais la masse commune commence à partir du mariage et c'est dans cette masse commune, donc on va mettre tous les biens acquis à partir de ce jour-ci. Les salaires... Excuse-moi, c'est toujours pour préciser, tu dis avant le mariage, les salaires et les biens propres. Oui, et tous les biens, oui. Non, parce que vous avez 3 masses pendant le mariage. Il y a les masses propres de chacun des époux, qui est constitué de biens de succession, etc. Mais avec le nouveau régime de 2020, tous les biens meubles que vous aviez avant aussi, ça reste propre. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, aujourd'hui, la communauté, elle est simplement composée de biens que vous avez acquis à partir du mariage. Et ces biens, ça peut être des biens meubles ou des biens immeubles. Donc, lorsqu'on prend les gains et salaires, les bénéfices d'exploitation ou même les outils qui sont nécessaires à une activité, tous ces biens-là, s'ils sont acquis à partir du mariage, ce sont des biens communs. OK? À partir de là, en 2020, vous dites, bon, OK, c'est le cas, mais il faut voir quel est le pouvoir de gestion en communauté. Le décret de 2020 n'a pas changé puisqu'il renvoie à l'article 8 du décret loi de 1982. Autrement dit, on a changé, on a diminué, je dirais, la masse commune, puisque cela comprend que les acquêts, mais les pouvoirs restent le même. Et les pouvoirs, c'est quoi? C'est que les époux gèrent conjointement la communauté. En cas de désaccord, le mot du mari prévaut en 2020. Donc, ce qui fait que si on regarde au niveau de la liberté professionnelle, il n'y a pas toujours de liberté professionnelle. Et c'est pour cela que je comprends maintenant qu'ils étaient obligés d'admettre une mutabilité du régime. C'est-à-dire que le principe, c'était que si vous vous mariez sous un régime de séparation de biens, pendant tout le mariage, vous ne pouvez pas changer de régime. Vous vous mariez sous un régime, vous mourrez sous le régime. Mais en considérant justement les intérêts professionnels, ils ont admis un changement de régime matrimonial en cours. Autrement dit, si vous êtes dans la communauté de biens, vous avez une entreprise prospère. Donc, cela ne pose pas de problème puisque lorsque vous avez les dettes, la masse commune répond des dettes. OK? Mais comme vous avez une cogestion, les masses propres aussi répondent des dettes. C'est ça le problème. Et je rejoins la question de Dr. Levenson. S'il y a faillite, une liquidation judiciaire, c'est l'ensemble de la communauté qui est emportée par les dettes. Que fait un époux? Celui qui travaille, celui qui était chef d'exploitation. Donc, il est en faillite, la masse commune tombe et les masses propres tombent, puisqu'il s'agit d'une cogestion dans ce cas-là. Autrement dit, lorsque vous avez en 2020 un changement de régime matrimonial, on vous dit que s'il y a des risques, et c'est assez souvent qu'on conseille, que les notaires conseillent cela, lorsque quelqu'un veut exercer une activité, on lui dit laissez la communauté pour une séparation de biens afin de faire un cloisonnement entre les patrimoines. Comme ça, vous avez les biens du mari, les biens de la femme et celui qui travaille, bien justement, il n'y a que son patrimoine qui est engagé par les dettes. Comme ça, il y a l'autre qui n'est pas emporté donc par la situation. Donc, je ne sais pas si je réponds aux deux questions puisque je n'ai pas fait de distinction. Alors, oui? Le docteur Levenson avait levé la main. Je lui donne d'abord la parole parce que je pense que c'est en continuité de ce que tu disais. Et après, il y a Madame Marie Duverger qui a continué
une ou deux questions. Donc, Dr. Levenson, dans la suite de ce qui a été fait, tu as la parole. Permettez-moi, par rapport à la question du directeur Edouard Jules, je ne sais pas s'il a eu sa réponse, si c'était clair avant de... Edouard Jules. Oui, ça va. Merci. D'accord, merci. Oui, Dr. Levenson. Oui, je suis de retour justement pour poser une toute petite question à Dr. Despinos en parlant de meubles qui tombent dans le régime commun, puisqu'on parle ici de communauté légale. Et qu'en est-il des meubles incorporels? Je vais parler de tout ce qui est brevet, de tout ce qui est, comment dirais-je, propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle. Qu'en est-il des créances, même les obligations aussi? Qu'en est-il au regard du statut d'associé par rapport à l'autre conjoint? D'accord. Par rapport à votre question, il y a quelque chose que vous avez dit avant, c'est les meubles. Les meubles C'est-à-dire que, oui, justement. Non, moi, je tiens le mot meuble. C'est que les meubles, on ne fait pas de distinction. Tous les biens meubles, que ce soit les meubles corporels ou les meubles incorporels, ils sont communs. C'est-à-dire que les questions de brevet, on met en place une distinction, c'est assez technique pour ceux qui... Mais je pense que je vais être bref. C'est-à-dire on met en place une distinction en ce qui concerne le titre et la finance. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces genres de biens, la question du titre, la personne qui l'a déposé, on considère que c'est propre à la personne. Mais le fruit, les gains qui sortent de ce bien-là, on considère que c'est commun. Donc, c'est une sous-distinction que l'on ne retrouve pas justement dans notre législation, qui n'arrive pas jusque-là. Mais, par exemple, lorsque vous avez un notaire qui vend son étude, on considère que le titre, lorsqu'il a été notaire, son diplôme, le titre est personnel, mais la finance, lorsqu'il va vendre sa charge, on considère que c'est commun. Ce sont des distinctions qui sont intégrées dans la législation française, mais que je n'ai jamais rencontrées dans la situation actuelle, parce que on a très peu de retours sur les régimes matrimoniaux en Haïti. Parce que, et comme vous le savez, on considère assez souvent que ceux qui font un contrat de mariage, ce sont ceux qui ont des biens, c'est-à-dire qui ont un intérêt à aller chez un notaire pour faire un contrat de mariage. Et justement, ça arrive lorsque la personne a un fonds de commerce ou bien a une exploitation, une industrie, donc a voulu justement faire ce cloisonnement entre les patrimoines. Mais il y a très peu, puisqu'on considère que le régime matrimonial, c'est pour les gens riches, alors que ce n'est pas le cas. C'est je dirais, une mauvaise image de la matière, une incompréhension, mais on a très peu de retours sur ce genre de questions. Mais votre réponse et la réponse à votre question, justement, concerne dans cette petite distinction qu'on fait entre le titre et la finance, c'est-à-dire les biens sont justement des biens communs, mais on considère que ce sont les gains qui sont communs, mais il y a on considère que le titre, lorsque la personne dépose, que c'est un bien personnel. OK. Eh bien là, ça me paraît très clair. Hein, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Au moins, là, ils ont bien travaillé. Ce sont les gains. On est notaire, on est pharmacien, on est professeur, c'est personnel. Et ce que ça sécrète comme revenu, ça appartient à la communauté. Au moins là, c'est clair, en tout cas. Alors, il y a notre collègue Donald Laroche qui demande la parole, mais avant, il y avait Madame Marie-Mite de Verger qui a posé 2 questions dans le chat. 2 questions. Okay. La première, bon, elle motive sa question avant. La première question,
il est vrai que la participation des femmes au marché du travail en Haïti est inférieure à ce qu'elle devrait être. Donc, et la question arrive, donc, quelles sont les barrières qui empêchent les femmes d'accéder à des emplois formels? Deuxième question, en ce qui concerne la transmission d'entreprises familiales à plusieurs enfants, quel mécanisme recommandez-vous pour minimiser les conflits entre héritiers et assurer une transition harmonieuse? Je reconnais là que la deuxième question, c'est plus de la succession De que la de la vie de succession. couple. Que de la vie Oui, de couple. oui, Mais oui, oui. comme Marie doit savoir que tu as fait ton doctorat de droit sur tout ce qui est notarié ou des choses comme ça, donc c'est pas par hasard qu'elle a dû poser la question. Donc, réponds d'abord et après nous prendrons la question de Donald Laroche. D'accord. La première question, donc, cela concernait la participation, oui, des femmes, donc, sur le marché formel. En fait, lorsqu'on regarde le travail des femmes en Haïti, c'est surtout sur le marché informel, il est vrai. Mais le marché informel ne concerne pas exclusivement les femmes, les hommes aussi font partie de ce marché. Donc, je pense que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas réservé à la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État ou les lois qui poussent les femmes à ce secteur. Au contraire, je dirais que les femmes, dans ce cadre-là, si vraiment on avait une législation, une politique familiale en cours, on aurait pu encourager. Et la deuxième partie de ma thèse, justement, portait sur le droit spontané haïtien parce que j'ai fait une distinction entre ce droit délibéré qu'on trouve dans les textes et le droit spontané qu'on retrouve parmi les droits informels, etc., qu'on a en cours en Haïti. Et la femme qui travaille sur le marché informel se crée aussi ses propres règles. C'est-à-dire que c'est à l'État, c'est aux politiques publiques d'aller vers ces formes de pratique et de consacrer justement le rôle de la femme pour dire que ce n'est plus un marché informel, mais il faut créer les cadres. Parce que la femme sur le marché informel, lorsque vous avez une femme qui gère une boutique, mais vraiment qui a, comment dire, de grands revenus, mais ces femmes-là, en général, ne vont pas jusqu'au bout pour se faire enregistrer. Certes, il y a des lois qui les empêchent, qui empêchent de les considérer comme un professionnel à part entière, mais en même temps, je dirais que c'est à l'État, aux politiques publiques d'aller retrouver ce secteur-là pour pouvoir mettre en place des choses en leur faveur. Et les femmes, on les trouve, l'emploi féminin, on les trouve, il est vrai, partout. Et ce n'est pas seulement la société haïtienne. On les trouve très peu au niveau des grandes industries, mais on les trouve surtout dans les services. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Je pense que ce sont des considérations sociologiques dont je n'ai pas été beaucoup plus loin pour voir, mais seulement j'ai repris certaines données que j'ai trouvées par rapport à la femme, où vraiment on trouve qu'ils sont plutôt dans des secteurs de services, dans le petit commerce, parce que ce sont des femmes qui, leur premier souci, c'est de pouvoir trouver des revenus pour la famille. Donc, en général, elles n'investissent pas à grand revenu. Donc, on les retrouve dans le petit commerce, dans les secteurs de l'habillement. Aussi, s'ils sont salariés, on les retrouve au niveau de l'éducation ou de la santé. Mais de plus en plus, paradoxalement, avec la promotion de l'égalité hommes et femmes, on a aussi une forte proportion de femmes diplômées qui arrivent à être des cadres. Mais on connaît très bien le poids des discriminations. C'est assez difficile encore
d'arriver en Haïti et de dire qu'on a une exacte parité dans le travail, dans l'emploi féminin et masculin. C'est ce que je pourrais dire par rapport à sa première question. Mais pour la deuxième question, je crois que ça portait donc sur la dévolution des biens, quels devraient être les moyens, les meilleurs moyens pour l'équité, l'entreprise, c'est ça? Je te dis, en ce qui concerne la transmission d'entreprises familiales à plusieurs enfants, quel mécanisme recommanderiez-vous pour minimiser les conflits entre héritiers et assurer une transition harmonieuse? D'accord. Je vais commencer par dire qu'en droit des successions, vous avez une dévolution qui se fait à tous les enfants. Autrement dit, si vous avez une entreprise dans la famille, l'entreprise n'est pas obligée d'être découpée en 4, 5, 6 selon la famille. Il peut y avoir une attribution préférentielle qui se fait à l'un des enfants, celui qui est le plus apte. Mais comme lorsqu'on fait la liquidation de la succession, il s'agit d'une liquidation donc en valeur et non en nature, il suffit tout simplement de reporter la somme, c'est-à-dire des autres enfants, et de faire un calcul tout simplement pour pouvoir attribuer l'entreprise à l'enfant que vous estimez qui est le plus apte à gérer l'entreprise et de dédommager les autres donc par rapport par rapport au montant. Mais comme lorsque vous avez une succession, avant partage, il y a un régime d'indivision sur les biens. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de conflit, on peut décider qu'il y aura un gérant pour l'entreprise. C'est-à-dire le gérant de l'indivision, il va gérer l'entreprise pour tous les autres qui sont aussi des héritiers de la personne, donc qui gèrent l'entreprise et leur donnent les fruits de l'indivision avant partage. Et s'il y a partage, tout simplement considérer qu'on va faire une attribution préférentielle à ceux qui veulent rester soit en indivision et celui qui veut sortir, donc on le dédommage par rapport en valeur, par rapport à sa part dans la succession. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un conflit qui s'éternise. Bien sûr, il y a des cas où les personnes ne sont jamais satisfaites, bien sûr, mais il y a le mécanisme de l'attribution préférentielle qui peut se faire et qui permet justement de garder l'entreprise intacte en dédommageant les autres héritiers. Est-ce que ça va? OK. Merci. Voilà. Marie-Mite, j'espère que tu as eu satisfaction. Et donc, il y a Donald Laroche qui avait levé la main. Il a toujours la main levée. Donald, tu as la parole. Merci, Dr. Fred. Et je profite pour saluer Dr. Fred, Dr. Kyria Despinos et puis Dr. Levenson Jean-Louis. Bonsoir. Et je voudrais demander, Dr. Kyria Despinos, est-ce qu'elle peut partager avec nous ces deux décrets, à savoir le décret d'octobre 1982 et le décret de 2020. D'accord. Je ne sais pas si ces documents, on peut les retrouver sur Internet. Quand nous savons, par exemple, l'école de droit à Jacmel, nous sommes à Jacmel, et l'école de droit à Jacmel, la bibliothèque n'existe pas ou bien ne fonctionne pas. Donc, si c'est possible, je vous demanderai de bien vouloir partager avec nous ces deux documents, ces deux textes de loi. Merci beaucoup. Donald, si tu permets, pour bien maîtriser l'historique des choses telles que le docteur Kyria nous l'a déroulé, parce qu'elle nous a fait une sorte d'historique du phénomène. J'aurais demandé les 3 décrets à ta place, celui de 44, celui de 82 et celui de 2020. 2020. Quand on aime, on ne compte pas, tu vois. Donc, j'aurais demandé là. Comme ça, tu te ferais une idée sur l'évolution,
parce que j'ai peur que 44 reste encore puissant. D'accord. Oui, Merci, oui, il n'y a docteur pas de Fred. souci. Je pourrais envoyer ça donc à l'équipe de l'US, Oui, les trois décrets, comme ça vous pouvez partager à ceux oui, et puis je qui peux veulent. mettre, on va le mettre dans le groupe des doctorants, puisque Donald est doctorant chez nous. D'accord. OK. Pas de souci. Ce Alors, sera une fait. autre, merci. Pas encore, docteur Fred, je suis un master. Ah, eh ben, donc tu l'auras dans le groupe des masters. Tu vois? Merci Tu l'auras dans beaucoup. le groupe des masters. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question? Qu'est-ce qui veut poser une autre question sur ça? Moi, j'aurais posé juste une question à Kyria. Concernant, est-ce qu'il y a un cadre juridique pour les non-mariés, les gens qui vivent en communauté? Est-ce qu'il y a des textes qui protègent le couple ou l'un des deux couples? Comment ça marche pour les non-mariés? Parce que, répétons que tout ce que le docteur Kyria a dit, ça concerne les Le couples 20%. mariés. Voilà, couple marié. Le couple marié, oui. Voilà, époux, épouse, époux, épouse. Mais est-ce que le droit haïtien a prévu quelque chose pour les couples qui ne sont pas mariés? Parce que de plus en plus, comme partout dans le monde, il y a beaucoup de couples qui vivent sans être mariés. Voilà. Oui, oui. Donc, déjà, pour dire que lorsqu'on parle des couples mariés, c'est 20% de la population. Si je garde toujours donc le pourcentage que nous a donné Serge-Henri Vieux, ça a été fait dans les années 90. Donc, pour dire que dans la population, on a 80% de couples non mariés. On n'a pas de Donc, texte. ma question est fondée. Ma question est fondée. 80%. Oui, justement. Oui, oui. Donc, c'est fait, on n'a pas réellement de texte sur les couples non mariés. Lorsque je faisais mes recherches, j'étais tombée sur une proposition de régime de biens pour les couples non mariés, mais ça n'a jamais abouti. Donc, c'était juste une proposition qui mettait en place donc, une forme de régime de communauté, mais lorsque j'ai lu, c'était un décalque du régime de communauté pour les couples mariés. Donc, autant on aurait pu mettre en une phrase renvoi donc aux règles des régimes matrimoniaux. Donc, il n'y a pas de texte. On a seulement un texte sur la paternité responsable qui prend en compte tout simplement la situation des enfants pour dire qu'il n'y a pas d'enfants légitimes, illégitimes et qui a mis en place donc l'égalité de la filiation. Mais concernant les biens, nous n'avons pas de texte. J'avais fait un travail pour montrer qu'en Haïti, on a l'institution du plaçage. Moi, lorsque je l'ai étudié comme une forme de mariage de fait distinct du concubinage. Parce que chez nous, certains disent que c'est le concubinage. Moi, j'avais considéré que ce n'était pas, en fait, jusqu'à 1950, c'était une vraie institution de mariage, même si aujourd'hui, on arrive avec la situation à avoir vraiment des concubins classiques. Mais au départ, lorsqu'on étudie le droit informel avec Serge-Henri Vieux qui décrit la relation dans le plaçage, on avait réellement une forme de mariage de fait, puisqu'il y avait une façon de répartir les pouvoirs, de répartir les biens, puisque cette institution se basait justement sur l'autonomie de la femme. Parce que l'homme avait, donc c'était une forme de mariage polygamique, l'homme avait deux ou trois femmes placées, mais placées sur une habitation. Et lorsque l'homme allait se placer, entre guillemets, il était obligé de donner un certain nombre de biens. Par exemple, si l'homme avait des terres à gérer, il plaçait une femme sur ce terrain-là pour pouvoir assurer la commercialisation des produits. Donc, c'était un peu comme des gérantes
d'exploitation. C'était ça un peu le départ avec le plaçage. C'était des hommes qui avaient des biens, beaucoup de terres, et qui plaçaient les femmes sur certaines, d'où le terme de plaçage, des places à vivre. Donc, à partir de là, il y avait une certaine forme de répartition des biens qu'on pouvait considérer comme une forme de séparation de biens, mais avec un statut particulier pour les femmes, de premier rang, de deuxième rang, femmes caille, femmes de la peau, etc. Donc, c'était vraiment un mariage coutumier, un mariage de fait qui avait ses propres règles coutumières. Mais cette forme de plaçage, on ne le retrouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plutôt des concubinages type divers qu'on retrouve dans toute société. Donc, on peut ajouter toutes les formes de qualification derrière, mais sur lesquelles il n'y a pas non seulement de reconnaissance de leur statut personnel matrimonial, mais non plus il n'y a pas un statut patrimonial qui a été mis en place. C'est pour ça que dans ma thèse, j'avais mis en place un régime de biens placés, comme à l'exemple du Pacs en France, où on avait mis un régime pour ceux qui vivaient en dehors du mariage, mais qui voulaient quand même avoir un régime de biens en commun. Donc, pour dire que jusqu'à présent, dans notre société, on n'a pas encore posé la question des couples qui vivent en dehors du mariage. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, etc. Voilà. Merci pour la réponse, Dr. Keria. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, il y a Étude efficace qui veut poser une question. Je ne sais pas si c'est un nom, hein, mais c'est en tout cas le nom que je sais lire. Étude efficace. Tu as la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dr. Fred, c'est La Fortune, le Joalens, Dr. Fred. Ah, Joalens, comment vas-tu? Eh bien, je tiens bon, grâce à Dieu. De votre côté, j'espère que ça va aussi. Ah oui, on tient. Content de t'entendre. Merci beaucoup. C'est joie partagée. Merci. J'ai écouté avec attention l'intervention du docteur Keria. Moi, j'ai un intérêt particulier pour l'entrepreneuriat. Évidemment, je travaille sur ma thèse à l'EUS sur la technologie éducative. J'essaie d'étudier la situation technologique dans les lycées, puisque je suis ancien lycéen. Je veux savoir, entre le temps où j'ai été au lycée, maintenant, où l'on parle de l'ère de la technologie, qu'est-ce qui se passe? Ça me permet aussi d'avoir une fenêtre sur l'entrepreneuriat. Alors, j'allais poser deux questions, mais une de mes deux questions a déjà été avancée par le docteur Fred tout à l'heure. C'est par rapport à la situation des couples, mais qui ne sont pas mariés, où c'est déjà, vous avez dit cela, c'est seulement 20%. Donc, ça fait une quantité importante. Mais cette question est épuisée. Je vais poser plutôt la deuxième question. La deuxième question, vu l'importance de toutes ces informations et de toutes ces données clés, comment vous pensez que déjà les gens qui vivent dans les couples, pour la grande majorité, ils ne sont pas informés de ces bonnes données. Ils n'ont pas ces informations. Comment, d'après vous, qu'est-ce qui devait se faire pour que les personnes qui aspirent à se marier et ceux-là qui sont déjà mariés aient ces informations de manière à prendre des meilleures décisions quand il s'agit de monter un projet d'entreprise? C'est ça ma question. OK. Tu peux y aller, sauf s'il y a une autre question que tu pourrais prendre. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question? Comme ça, on prendrait une autre dernière question. Et puis, voilà, puisque il nous reste environ 20 minutes. Personne ne... Bon, réponds déjà à celle-là, docteur Keria. Oui. En fait, je pense que ce n'est pas seulement la situation de l'entrepreneuriat qui pourrait porter à faire, comment dire, à donner des informations sur la question des régimes matrimoniaux. Parce que je constate qu'il y a, je dirais, un grand désintérêt sur la question, tout simplement parce que les gens
ils ne savent pas que dès qu'ils sont mariés, ils sont sous un régime. Or, dans d'autres pays, vous allez voir que même s'ils ne concluent pas un contrat de mariage, ils sont obligés parfois d'aller chez un notaire, quel que soit s'il y a des ventes de biens. Pour certains actes, on fait appel à un notaire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus présent et d'avoir la présence du notaire. Et dès qu'on parle de notaire, il y a la question des régimes matrimoniaux qui se pose. Et l'autre des intérêts, c'est que lorsque vous avez un décès ou bien un divorce, si vous regardez bien, on ne parle jamais de liquidation du régime de la communauté. On fait un divorce, c'est comme si les époux n'étaient pas mariés sous un régime de biens. Ou bien il y a un décès, si c'est le premier parent, on laisse dans les divisions et on fait une seule liquidation à la fin. C'est-à-dire que cela s'explique par le peu de biens qu'ont les gens, pour la majorité de la population, on considère que ce sont des frais qui ne sont pas engagés. Mais si vous voulez parler d'information, je pense qu'il pourrait y avoir des séquences d'informations ou des brochures et d'informations concernant les différents régimes matrimoniaux. Ça aurait pu venir d'une université, ça pourrait être une initiative personnelle, mais ça aurait pu être également de la part d'une politique familiale qui permet donc à la population de comprendre les intérêts. Je sais que dans certaines églises, ils ont essayé de faire des séances d'information, mais ce n'est pas suffisant. Et au milieu des jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs ou pour les personnes. Donc, je pense que c'est à vous de voir parce que cela ne revient pas à une instance précise de faire la promotion, mais c'est soit au niveau des établissements universitaires, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose par là. Je sais que l'AUF, une fois, m'avait demandé pourquoi je ne fais pas des brochures concernant les régimes matrimoniaux parce qu'ils avaient trouvé cela intéressant lorsque je faisais mes recherches. Mais ce sont des initiatives personnelles, à mon avis. Je pense qu'ils pourraient aider à avoir une meilleure compréhension de tout cela. Donc, si vous êtes partant pour cela, je pense qu'on peut demander à Dr. Selimène si l'IUS veut faire une promotion en ce sens. Non, mais il y a à l'IUS un cadre de recherche qui est sur le site sur les 5 ans à venir, 2024-2029. Et tu diriges d'ailleurs un axe dans ces 4 axes. Il y a 4 axes. Je crois que tu diriges l'axe 2 ou l'axe 3, je ne sais plus. Mais on peut très bien, l'axe 2, on peut très bien incorporer cette réflexion avec d'autres juristes et faire des publications dans ce cadre-là. Parce qu'on a aussi les presses universitaires de l'IUS que nous allons démarrer, sans doute le premier volume va sans doute apparaître avant la fin de cette année, c'est-à-dire soit octobre, soit novembre, soit décembre, voilà. Et nous allons republier notre volume. D'ailleurs, nous pensons publier 2 volumes en 2025. Donc, les travaux seront publiés, quoi. Et ceux qui travaillent sur le thème vont publier dans les profils. Voilà. Non, nous sommes ouverts à toute forme. On a des axes qui sont arrêtés, mais ça ne veut pas dire qu'un axe, ou bien pas un axe, mais qu'un projet ne peut pas intégrer un des axes et que les chercheurs travaillent sur l'axe. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est un thème qui me paraît très intéressant parce que si on écoute attentivement l'exposé du docteur Kéria Despinos, il y a encore du boulot de ça. Oui. Il y a encore du boulot. Il y a encore du travail sur cette affaire.
Rien que sur faire le régime pour les couples non mariés, c'est un vaste programme de recherche. Là. Oui, oui. On ne peut pas appliquer directement ce qui est le couple marié au couple non marié. Il y a peut-être des spécificités. Donc, travailler sur ça et faire des propositions, soit au ministère de la Justice, soit aux parlementaires, qui fassent des projets de loi. Enfin, je ne connais pas bien le système, la procédure chez vous, mais en général, on fait des propositions aux parlementaires qui, eux, proposent ça, quoi. Mais il y a un travail de recherche qui doit être connu pour que ça embarque un maximum et ça fasse une adhésion, hein, qu'on en parle, qu'il y ait publication et publicité. C'est-à-dire qu'on parle, les juristes qui travaillent sur ça participent à des émissions à la radio, à la télé, pour faire savoir l'importance du sujet et qu'il y a des gens, hein, au sein d'une institution qui travaillent sur cette question et qui ont produit des propositions. Voilà comment je vois ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. S'il est déjà 45. Oui, professeur Fred, je dirais moi-même, et comme vous l'avez dit, c'est vrai que le docteur Kyria a proposé des initiatives personnelles. Normalement, dans un premier temps, cela pourrait marcher, mais cela aura quand même des impacts plutôt très limités, à mon avis. Mais s'il y a une institution qui fait des travaux de recherche à propos, et comme vous l'avez renforcé avec des sensibilisations, donc là, on risque de toucher beaucoup plus de personnes. Et donc, comme ça, on risque, avec le temps, d'avoir beaucoup plus d'impact. Je crois que quand c'est institutionnalisé, ça fait plus d'impact que quand c'est une initiative uniquement personnelle. Tu as totalement raison. Ce genre de projets doivent être portés de façon institutionnelle. Un labo de recherche, une université, un labo de recherche qui propose ça par les chercheurs qui ont travaillé dessus. Bien entendu, quand je dis chercheurs, ça ne peut être que des juristes. Ça n'est pas un économiste ni un mathématicien qui va faire des propositions sur ce genre de choses. Donc, il y a des juristes à l'IUS qui sont en thèse ou qui enseignent. D'ailleurs, Levenson Jean-Louis qui est docteur en droit, Yann Espinos qui est docteur en droit, tout ce petit monde intervient en tant que juriste à l'IUS. C'est des cours de droit qu'ils font, pas des cours de mathématiques. Donc, ces gens peuvent très bien nous dire s'ils comptent collaborer sur un projet pareil, et nous pouvons faire la promotion, sensibiliser et tout, et puis soumettre ça en tant qu'institution et chercheur à telle université ou de tel laboratoire de recherche. Voilà un peu comment je vois ça. Oui, d'autant plus avec les chercheurs, on aura des données beaucoup plus fiables. Et puis avec la portée objective des données, donc c'est sera beaucoup plus simple auprès de la population, auprès des gens vers qui on fera la sensibilisation, à mon avis. Ça sera plus crédible aussi. Ça sera plus crédible. La crédibilité intellectuelle. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Nous sommes à 10 minutes, donc s'il n'y a pas de remarques particulières, Kyria, est-ce que tu avais une dernière remarque à faire et nous allons clôturer notre session d'aujourd'hui. D'accord. Juste pour ajouter à ce qu'on a dit, je sais qu'il y a un ministre, je crois, à la solidarité qu'ils ont mis en place. Lorsque je réfléchissais à la question de solidarité, vous savez que pour les régimes matrimoniaux, au-delà des divers régimes communautaires et séparatistes, il y a un régime primaire de base qui est surtout concentré sur la solidarité entre époux, avec la question des dettes ménagères, la contribution aux charges du mariage, etc., comment cela se fait, le domicile, le logement familial, etc. Donc, il y a un certain nombre de mesures qu'on met en place, soit de liberté, de solidarité, et aussi des mesures correctives
qui peuvent venir de la part du juge en cas de conflit. Donc, le juge qui est là comme par avant pour regarder l'intérêt de la famille. Donc, je pense que, à minima, on peut toujours regarder ce régime de base qui peut concerner autant les couples mariés que les couples non mariés. Parce que la solidarité, justement, cela, lorsque vous demandez à un homme d'être responsable de l'enfant qu'il a mis au monde, lorsque on sait que ces mesures-là mettent en place le devoir de cohabitation, donc qui dit devoir de cohabitation demande un logement de famille, la notion de logement de famille qui en Haïti, on n'a plus comme l'impression que ça n'a pas vraiment d'écho. Donc, ce qui fait que je pense qu'il y a matière à réfléchir encore plus, ne serait-ce que sur ce régime de base, parce que cela peut permettre de résoudre pas mal de problèmes dans la société par rapport à la pauvreté, le fait que les gens soient plus responsables par rapport aux enfants qu'ils mettent au monde. Donc, moi, c'est à ce niveau-là, je serais vraiment heureuse de savoir qu'il y a une équipe qui puisse réfléchir sur ces questions et pour pouvoir permettre, parce qu'au final, c'est le niveau de vie des gens, c'est la responsabilité des parents, c'est la cellule familiale qui sera justement mis en avant, parce que là, on a des enfants, on ne sait plus où se trouvent les parents, c'est-à-dire, on revient sur la notion de cellule familiale, puisqu'il y a une responsabilité sur l'enfant à prendre en compte. Donc, c'est sur ces mots, j'aimerais bien inviter d'autres personnes à réfléchir beaucoup plus sur les droits matrimoniaux, parce qu'il n'y a pas que le mariage, il n'y a pas que seulement les différents régimes pour savoir si c'est communauté, séparation, ce n'est pas ça, mais justement, on peut avoir un minimum pour construire la vie conjugale sur le plan patrimonial. Voilà, donc, oui. Et c'est là que se rejoignent les juristes et les économistes, parce que ce que tu viens de dire fait partie du développement économique et social d'un pays. Oui, je pense, oui. Alors, Rodner, tu es en retard parce qu'on allait conclure, mais comme... oui, non. Donc, vas-y, je t'écoute. Vas-y, Rodner. Je suis là il y avait quelques minutes. Bon, et la question que je vais poser, c'est justement concernant bien avant, depuis après l'indépendance, il y a la question des enfants illégitimes, quoi. Donc, la façon dont on a abordé la question à mon arrivée, c'est comme, je n'ai pas saisi dès le début, mais j'aimerais savoir quel est le rôle pratique. Qu'est-ce que ça veut dire alors pour nous maintenant, les enfants qui sont nés en dehors alors du mariage. Et on a abordé ça, c'est comme on n'a pas porté attention dans votre... Alors, au moment que je suis arrivé, c'est comme pour moi, on n'a pas porté attention à cet aspect légal ou bien illégal pratiquement de cette situation. Non, ça c'est... Ta question est pertinente, mais sauf que l'intervention d'aujourd'hui portait sur la notion d'entreprise et de vie de couple marié. C'était ça. C'était pas sur le droit de succession. C'était pas sur les successions. Mais j'espère qu'un jour, avant la fin de cette série de réunions, la fin est prévue pour le septembre, fin septembre, Kéria peut nous faire un exposé sur le droit de succession, notamment sur l'héritage. L'héritage, les enfants légitimes, comme tu as dit, Rodner, et illégitimes. Que deviennent les enfants? Et ça rejoint un peu la question de Marie de tout à l'heure. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Oui. Parce que je pense que je dirais à Rodner qu'il ne faut pas mélanger les deux. C'était un sujet très précis sur lequel tu étais. Ok, voilà pourquoi j'étais arrivé en retard. Mais c'est au moment que j'étais arrivé, on parlait de la question
du concubinage alors, le plaçage alors. Donc, maintenant là, je suis en train de voir ça dans ce contexte. OK? C'est comme on a mis de côté tout simplement cette notion juridique là qui parle pratiquement, qui veut mettre de côté les enfants illégitimes, et pendant ce temps on parle du concubinage et la façon, le plaçage, la façon où les femmes qui sont, je dirais, dans le plaçage, comment elles ont hérité pratiquement du mari là. Donc c'est ça pratiquement. Ok, allez-y. Donc, je pense qu'il y a deux questions que je pourrais aborder. En fait, ça pourrait faire l'objet de deux interventions de Dr. Célimène, parce que il y a la question de la filiation, je pense qu'il parle, mais il y a aussi la question de la succession, mais auparavant, on parlait des régimes en fait, d'un régime de biens pour les couples non mariés. Ça peut s'intégrer avec la question de la filiation. C'est-à-dire, cette question de filiation, je peux l'intégrer soit sur quelque chose concernant un régime de biens pour les couples non mariés. Donc, je fais un aparté pour la question de la filiation pour qu'on puisse prendre en compte. Mais je pense aussi que ça pourrait mieux s'intégrer si on fait une intervention sur le droit des successions, parce qu'on sait aussi dans le droit des successions, le conjoint n'a pas la meilleure place dans les droits de succession. Mais par contre, la question de la filiation ne se pose pas parce que la loi sur la paternité responsable a biffé complètement cette question d'enfants illégitimes. Donc, on a une égalité de filiation, mais je peux venir là-dessus ou soit dans l'un ou dans l'autre parler de la question de la filiation pour pouvoir donc prendre en compte la situation des enfants illégitimes. En fait, je dis encore illégitimes, disons naturels, si je veux parler globalement. Donc, ça sera à vous de voir au niveau de l'US s'il y a du temps, peut-être avant la fin. Je pense que je pourrais faire quelque chose soit sur les successions en intégrant la filiation ou bien sur la version du couple non marié par rapport à aujourd'hui. Donc, je parle complètement du statut du couple non marié. C'est deux questions différentes, mais qui sont également importantes. Oui, je pense que tu vas nous donner une date quand tu pourras, parce que dimanche prochain, c'est déjà pris. Tu vas me faire une proposition de date, puisque moi je pense que la notion de succession me paraît très intéressant, les enfants légitimes, illégitimes, je pense que ça peut être très important pour notre auditoire. Et puis le docteur Levenson devra me proposer un dimanche, mais ça, comme il était très pris, je n'ai pas voulu le harceler ces jours derniers, mais comme il est en pleine vacances, je suppose, en ce moment, il va me proposer un thème pour un dimanche jusqu'à septembre. Je le taquine, mais il va penser à moi, je suis sûr. Alors donc, tu vas suivre nos conférences et puis tu verras à quel moment je suis toujours là, hein. Je suis toujours là, mais c'est la première fois que j'ai fait une intervention, mais je suis toujours là. Hein. Non, mais comme tu suis les choses, tu sauras à quel moment le docteur fera son intervention. Donc, je suis à l'IRA, docteur Providence poste toujours alors le message concernant les conférences, quoi. Très et bien. Voilà pourquoi et à moi personnellement, en tant que doyen élu de l'IRA, donc à moi personnellement, il envoie toujours le message. Ah ben ça va. Donc l'information circule bien. Donc il nous reste 2 minutes, on va conclure parce qu'il faut qu'on respecte l'heure. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin des interventions. Je remercie le docteur Keria Despinos pour son intervention qui est excellente. Et je remercie tous ceux qui sont loin et qui, pour 2 heures du matin ou
aux 3 heures du matin. Je fais allusion à notre collègue, le docteur Jean-Louis Levenson, que je demande d'aller se reposer parce qu'il est tard maintenant. Bonne soirée à tous. D'accord. Merci à vous. Merci encore, Thierry. D'accord. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Oui.